Donc du coup, ce qu'on vous propose au menu, fromage, entrée, dessert. On va vous dire en quelques mots qui nous sommes, donc Vincent et moi. Ensuite, on vous propose une animation avec un ballet, vous allez voir un ballet magique. Ensuite, on vous proposera en fait des idées à contre-courant, puisqu'on est là pour démonter en fait des idées, vous allez voir des idées zombies qui ont beaucoup de résistance. Ensuite, on vous proposera, si on a le temps, 4 points pour passer à l'action. Si on n'a pas le temps, on va faire du teasing, on les annonce et puis on s'en reparlera plus tard. Et enfin, puisqu'on est là pour ça, échanger, discuter avec vous. C'est la flèche de droite. Attendez, j'essaye. Hein. Ok. Alors, du coup, là, vous avez mon nom et en quelques éléments mon pédigré, puisqu'en fait, j'ai 2 métiers, enfin, presque 3 métiers. Je fais d'abord de la recherche, et c'est pour ça que je suis là. Et je fais de la recherche pas en laboratoire, je fais de la recherche sur des terrains. En fait, j'ai toujours été sur le terrain. Et si moi, je ne vais pas sur le terrain, je ne comprends rien à rien. Donc, j'ai besoin du terrain. Donc, dans les terrains, ce qui m'intéresse tout particulièrement, ce sont les transformations des organisations, mais comprises au sens large, parce que j'ai commencé à m'intéresser à l'aéronautique. Donc, c'est un petit peu loin des ESAT, quoique. Ensuite, je me suis intéressée à la banque. Ensuite, je me suis intéressée à la Croix-Rouge française, qui est une grande structure, à peu près 18 000 salariés, 56 000 bénévoles. Et depuis 2017, je m'intéresse notamment aux ESAT. Et ce matin, on en a pas mal parlé, cet après-midi aussi et hier sûrement. Ah oui, depuis 2017, en fait, j'ai eu la chance en fait, de travailler avec 2 directions d'ESAT, dans ce qu'on appelle une recherche-action participative. Et donc la réflexion, en fait, c'était autour des ESAT de demain. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, mais en 2017, il y avait tout un tas de lois, virage inclusif, fermer les ESAT. C'était vraiment beaucoup de questions qui se posaient. J'ai d'autres sujets de recherche. Donc en ce moment, je travaille aussi sur la qualité de vie et des conditions de travail des soignants, parce que ça fait le lien avec mon 2e métier, puisque je fais de l'enseignement, et j'en suis ravie, j'ai toujours voulu en faire. Et donc notamment, l'enseignement, pour moi, c'est une occasion de transmettre, et ce qu'on se disait avec Vincent, peut-être de faire bouger les lignes. Et notamment, je m'intéresse, dans les publics que j'ai des plus jeunes, en gros, plus jeunes à la fac, ça fait chez moi 20, 22, 23, 24, jusqu'à 66 ans. Mais plus, hein, puisque moi je suis vraiment une militante de la formation tout au long de la vie. Hein, c'est pas parce qu'on a 60, 70, 80 qu'on est cuit. Hein, on peut continuer d'apprendre, je pense, jusqu'à temps qu'on est en vie. Voilà. Et en termes d'engagement, peut-être aussi, ça va faire le lien. Donc je retente un truc. Ouais. Pourquoi je suis là ? Parce que j'ai toujours voulu comprendre, et c'est ce qui m'anime au quotidien. Donc je suis vraiment ravie d'être là pour comprendre aussi les enjeux pour vous, toutes les personnes qui sont ici présentes. En termes de transmission, c'est aussi pour moi l'occasion aujourd'hui là, de transmettre en fait, des idées, des programmes de recherche. Et je suis aussi, j'essaye de ma petite place d'agir. Peut-être agir, moi, sur le changement des regards, puisque j'ai la chance d'avoir un public assez large. Chaque année, j'ai à peu près 300 nouveaux étudiants, et ça depuis une paire d'années, parce que j'ai un peu d'ancienneté dans le métier. Donc du coup, ça permet, je pense, de faire bouger un peu les lignes. Voilà. Si ça vous intéresse, il y a mon pédigré, là, mon CV, vous tapez sur le truc là, qui s'appelle HAL, et vous avez les articles. Voilà. Je passe la parole à Vincent. Merci Monique. Enchanté, du coup, moi je m'appelle Vincent. Et je travaille au sein d'une coopérative qui est la seule coopérative de France à fabriquer à la fois de la bière, du pain et des tables sur lesquelles les servir. Alors, c'est pas ma ligne, moi, d'activité. Moi, j'accompagne des établissements, des services, des équipes dans le secteur social et médico-social avec cette question en fil rouge, quelle action collective auprès de personnes et de publics vulnérables. Donc j'interviens un peu partout en France à portée de trains et de vélos pour accompagner les équipes. Et effectivement, le lien avec le sujet d'aujourd'hui en particulier, c'est la question, aller vers la transition inclusive, ça amène à penser comment on change le monde, hein, quelque part. Et j'aime souvent dire qu'on vit dans un monde d'organisation. Et que si on veut changer le monde, il faut changer les organisations. Il faut commencer par changer les organisations. Et c'est vraiment le sujet qu'on va aborder. Alors, l'ambition est vaste. C'est pour ça qu'il faut se retrousser les manches. Et pour commencer, je vous propose de le faire sur un vrai manche. Et j'appelle du coup des volontaires pour un petit exercice. Il y avait des volontaires qui étaient courageux tout à l'heure. Je vous remercie sous vos applaudissements.
Alors, j'ai trouvé un manche à balai. Ne me demandez pas d'où il sort. Allez, on va demander bienvenue. aux personnes d'avancer là-bas. Ben, bon courage à vous. Voilà. Voilà. Parler Nous, on de- n'était pas volontaires. Hein, Parler donc, de changement, merci. c'est bien. Bonne chance, bonne chance. Agir, c'est mieux. On va voir de On l'action. était ravis de vous avoir connu. Merci à vous. Alors, je vais vous inviter à vous mettre en deux lignes. Oui, ça va bien aller. C'est comme ça qu'on dit au Québec. Vas-y. Ça va bien aller. Ça va bien aller. Épaule contre épaule, en reculant un petit peu, s'il vous plaît. Hop. Ça va bien aller. Et vous allez vous Ça mettre va bien aller. en face, exactement. Et je vais vous inviter, à vous mettre 4-4, du coup, face à face. Et de tendre tous vos index. Hop là. Et de tendre tous vos index pour... Je vais poser ce manche sur vos doigts. Voilà, exactement. Parfait. On se serre un petit peu. On ne touche pas le doigt de quelqu'un d'autre. On doit garder le contact sous le manche à balai. Donc les doigts touchent le manche dessous. Et vous avez une mission. Donc voilà. C'est un projet de changement. Le projet de changement, c'est de poser ce manche à balai par terre. Et à tout moment, de garder le contact entre vos doigts et le dessous du manche. C'est parti. Alors, il faut baisser. Il faut baisser. On garde le contact. Tout le monde n'est pas en contact. Alors voilà, le projet, c'est de descendre. Hein. On garde le contact, on garde le contact, on garde le contact, mais tout le monde ne bouge pas. On garde le contact, on garde le contact. Ah, attention, là, ça ne touche pas. Il faut toucher, il faut bien toucher en dessous. Il faut bien toucher en dessous, il faut bien toucher en dessous. Alors, c'est un groupe particulièrement doué, je tiens à le dire. Ah non, on n'a pas le droit de crocheter. Ah, bah qu'est-ce qui se passe ? Alors, on va s'arrêter là. Merci pour la démonstration. Sous vos applaudissements. Merci, bravo. Bravo, merci. Merci beaucoup. Alors, voilà, il y a quelque chose de contre-intuitif. Moi, je m'accroche aux manches. Hein. Voilà, le sujet finalement qu'on va aborder ensemble, c'est le caractère contre-intuitif du changement collectif. Et ce petit exemple en était une bonne illustration. On va pouvoir creuser ces questions-là. Alors du coup, le monsieur de la technique m'a dit qu'il fallait rester droite et de regarder le prompteur là. Donc du coup, un grand merci à Vincent. Moi, j'attendais de découvrir en fait cette animation parce qu'on a préparé en amont, mais je l'avais jamais vu. Je trouve ça excellent. Donc vraiment merci. Donc du coup, ce qu'on vous propose, en fait, on a réfléchi tous les deux puisqu'on a deux pratiques en fait qui sont complémentaires. Et donc en fait, on part des mêmes constats. Quels sont ces constats ? Les connaissances, donc les recherches, mais les connaissances aussi pratiques du terrain, évoluent, mais pas les idées reçues, notamment sur le changement organisationnel. Et donc, ça, il y a plusieurs études qui montrent que sur le temps long, alors je crois que ça remonte à partir des études des années 1995, donc vous voyez, ça fait quand même un temps long, eh bien, on peut observer jusqu'à 70% d'échecs des projets de changement organisationnel. C'est-à-dire, soit ils échouent totalement, soit ils échouent partiellement, soit ils réussissent mais avec une casse sociale et puis des dégâts pas possibles, notamment sur la santé des personnes qui sont concernées. Donc on s'est dit, mince, il va quand même falloir faire quelque chose. Donc du coup, ce qu'on vous propose, c'est qu'ici on se pose des questions, et notamment, la première question qu'on va se poser, est-ce que les gens, vous, moi, nous, sont-ils résistants au changement ? Ou est-ce qu'il y a d'autres phénomènes et que c'est un peu plus compliqué l'histoire ? Deuxièmement, est-ce qu'il y aurait des modèles, des idées, des formules qu'il faudrait vraiment... Alors ce matin, j'ai entendu le monsieur parler d'éradication, mais je crois qu'il y a des idées qu'il va falloir éradiquer, pas les ESAT, les idées. Quelles nouvelles approches adopter ? Du coup, comment réfléchir à cette question qui est complexe, qui est l'accompagnement du changement. Donc, proposition, renouveler nos approches des transformations organisationnelles. Et vous verrez, ça fonctionne pour les ESAT, ça fonctionne pour les IME, ça fonctionne pour les EHPAD, ça fonctionne pour l'aérospatiale, bref, ça fonctionne partout. Et donc, du coup, explorer ensemble des pistes concrètes. Donc, on va parler à deux voix, puisqu'on a préparé à deux voix. On s'est réparti un peu les idées, mais on est d'accord, en fait, sur l'ensemble. Donc, je retente le truc. OK. Alors, on va partir sur 4 fausses idées. Il y en a 2 tonnes, mais comme on a un temps limité, et on a une maîtresse du temps qui va nous aider à le gérer.
Donc, première idée fausse, les gens résistent au changement. Je peux traduire, les fonctionnaires résistent au changement. Je suis fonctionnaire et fier de l'être. J'ai toujours voulu l'être, voilà. Parce que normalement, justement, je suis protégée en fait, des changements politiques, normalement, jusqu'à présent. Donc, les gens résistent au changement, mais ça peut être les jeunes résistent, les vieux résistent, les fonctionnaires résistent, les salariés résistent, les gens, c'est-à-dire les autres. Donc du coup, ce qui est très troublant, et là je vais m'appuyer en fait sur les travaux d'une chercheuse québécoise qui s'appelle Cécile Bareil, qui à partir des années 2000 a creusé cette notion-là, et qui fait ce qu'on appelle une revue de la littérature avec une vision critique, c'est-à-dire elle se dit mais il y a des trucs bizarres. Et donc premier truc bizarre qu'elle observe, c'est que quand on dit résistant pour un matériau, et moi j'ai un pote qui fait de la physique, hein, il travaille sur la résistance des matériaux, c'est une qualité d'être résistant. Ça veut dire c'est fort, c'est solide, c'est bien, c'est nickel. Ok. Sauf que quand on applique ce même adjectif à des individus, à des collectifs, aux gens, aux autres, hein, du coup ça devient un défaut. Voire même, dans les organisations, c'est le sujet d'un blâme, c'est-à-dire si vous êtes résistant, on vous blâme, c'est pas bien. Juste le blâme, il porte sur les personnes en fait, qui ne décident pas, hein, parce qu'en général les décideurs ils sont assez en accord avec eux-mêmes. Alors du coup, proposition pour démonter cette idée, mais de quoi on parle ? Et je vous engage chaque fois à vous poser la question, quand vous entendez parler de changement, demandez-vous qu'est-ce qui change et pour qui ? Est-ce qu'on parle en fait de résistance ou est-ce que ce qui est l'objet des réactions, ce sont des régressions ? Du type, est-ce qu'on vous demande toujours de faire plus avec moins de temps, moins de personnel ? Alors là, je suis beaucoup influencée, moi, par l'hôpital en ce moment, hein, puisque je travaille avec des gens qui sont à l'hôpital, notamment des infirmiers et des infirmières, et je vois en fait l'ampleur des dégâts. Faire plus vite, faire plus dématérialisé, et de l'autre côté, avec moins de ressources, moins de temps, moins de personnel, moins de locaux, moins de chaises, moins de tables, moins de. Si les personnes résistent à la régression, c'est qu'elles sont intelligentes, donc on devrait le valoriser. Ok, je continue. Alors, moi je voudrais même vous proposer, et ça c'est un extrait d'un diaporama du cours que je fais avec les étudiants, puisque je suis dans 2 masters, management des organisations du secteur sanitaire et social et management des structures de santé. Donc on réfléchit ensemble. Et moi ce que je leur propose, c'est de dire, il y a au moins chaque fois 5 bonnes raisons, pardon je parle trop fort, 5 bonnes raisons de résister à un changement, attention, pas n'importe lequel, changement imposé de l'étage du dessus, ou de 2 étages au-dessus, ou de 3 étages au-dessus, ou de, ça dépend, du ministère au-dessus. Première raison, c'est, j'arrive pas à lire de loin là, l'incertitude sur l'avenir. On vous demande de changer, on vous demande de vous adapter, mais on ne vous dit pas qu'est-ce qu'il adviendra demain, après-demain, dans 1 an, dans 5 ans. Donc vous êtes tout à fait en droit de vous dire « Aïe, est-ce que ça veut dire que mon poste est menacé, que mon emploi est menacé, que mon service est menacé, que mon ESAT est menacé ?» Ok. Deuxième bonne raison, en fait, le changement qu'on vous impose, hein, pas qu'on vous propose, qu'on vous impose, il génère des nouvelles contraintes dans le travail. Donc typiquement, c'est par exemple... Écoutez, j'ai un souci, j'ai mis les lunettes de près, pas de loin. Alors, ça c'est... Voilà, quand on avance en âge, hein, on a de l'expérience, mais on a des soucis pour voir. Bon bref, donc vous voyez mieux, ben voilà, je me retourne. Hein. Je mets plus de temps à me rendre au travail. Si par exemple le changement c'est un déménagement, une fusion de lieux, à ce moment-là ça devient plus difficile. Troisième raison, absence d'intérêt financier. Alors j'imagine que pour vous et pour moi, que vous soyez dans le secteur non lucratif, que vous soyez dans le social, le médico-social. Peut-être avec un micro, tu te balades comme ça, tu vois mieux. Merci. Merci d'avoir pitié. Alors du coup, absence d'intérêt financier pour les principaux intéressés. Petite anecdote, mon mari a fait toute sa carrière dans le bâtiment. Il me disait, mais pourquoi tu travailles, t'es pas bien payé, etc. Nous, quand on fait un truc, on a une prime. Je dis, oui, mais moi, dans mon monde, c'est pas comme ça. Il n'y a pas de prime. Souvent, on change, on s'adapte tous les ans, plusieurs fois par an, et il n'y a pas de prime, il n'y a pas d'intérêt financier. Mais moi, c'est pas ce qui m'intéresse tant que ça. Il n'y a pas non plus de reconnaissance, ni symbolique, ni financière. Quatrième raison, des évolutions considérées comme injustes. Ça veut dire que quand on propose, quand on impose un changement, est-ce que les décideurs, alors souvent on appelle ça les stratèges, ont pensé à toutes les personnes et aux impacts que ça pouvait avoir sur toutes les personnes ? Est-ce que ce changement il est juste pour tout le monde ou pas ? Ben, vous verrez que souvent il y a au moins une catégorie qui a été oubliée. Et dernier point, la mémoire des décisions passées. C'est-à-dire que si dans votre organisation vous avez connu un changement qui s'est bien passé, le suivant vous dites « Ouah, youpi !» Si ça s'est mal passé,
vous dites aïe, 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 qu'est-ce qui nous attend à nouveau? Donc bref, 5 bonnes raisons. Je prends beaucoup de temps. Alors c'est là où on va chanter tous ensemble. Donc moi du coup, pour vraiment éradiquer cette idée que les gens sont résistants au changement, moi je vous propose de considérer la résistance non pas comme quelque chose à blâmer, comme quelque chose à supprimer, mais au contraire de considérer toutes les personnes qui résistent, qui réclament, qui demandent, qui ne sont pas d'accord, comme en fait l'expression de la volonté de participer au changement et du coup de réfléchir collectivement à leur impact. Et donc du coup, en France, on a une chanteuse qui est assez connue, qui s'appelle France Gall, qui a sorti une chanson que peut-être dans la salle certains connaissent. Et normalement, je compte à 3 et ça va y aller. Tu te lèves sans savoir où tu vas. Allez, on chante. Résiste, Allez, debout. prouve que tu existes. Cherche ton bonheur partout. Va, refuse ce monde égoïste. Alors, on va passer du ballet au manche à ballet, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand on parle de changement, en particulier dans les organisations, il y a une métaphore qui est très présente, c'est celle de la conduite. On parle souvent de conduite de changement, avec des mots comme, voilà, il y a un pilote, il y a un virage, il faut embarquer les gens. Voilà, c'est des termes qui sont très présents. Voilà, donc avec prenez l'avion ou la voiture comme vous voulez. Qu'est-ce que nous dit cette métaphore? Elle nous dit 2 choses. Finalement, dans cette métaphore, c'est qu'on distingue ceux qui pilotent et ceux qui sont les passagers, qu'il faut embarquer. Donc il y a bien quelque part un face-à-face entre ceux qui sont acteurs et ceux qui sont un peu passifs dans ce processus. Et le deuxième élément, c'est vraiment la notion du contrôle. On contrôle le changement, on contrôle l'action, avec une planification, une distinction conception-réalisation. Alors cette métaphore, elle est présente et je crois que ça fait partie des idées qui peuvent limiter, surtout si on s'intéresse finalement à qu'est-ce que c'est que le travail, qu'est-ce que c'est qu'une organisation. Si on regarde l'image qui est à gauche sur l'écran, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu dans vos organisations, ça s'appelle un organigramme. Un organigramme, c'est la représentation de la structure de contrôle. Pour autant, est-ce que c'est comme ça que ça marche dans les faits sur le terrain? Non. Heureusement, on ne reste pas sagement rangé dans sa case. L'action collective, je crois qu'une journée comme aujourd'hui qui existe, c'est grâce au fait que des personnes sont sorties de leur périmètre habituel, ont établi des liens nouveaux. Et le travail, c'est ça. C'est plus que du prescrit, c'est plus qu'une fiche de fonction à réaliser. C'est la question, et depuis hier, c'est quelque chose dont on parle, la question du sens du travail, de l'identité au travail, des collectifs de travail, l'appartenance, le sens. Voilà, le travail, c'est pas que du travail prescrit. Et je crois qu'il y a un point important, c'est que, évidemment, il y a une part de contrôle dans l'action qui existe, mais on ne peut pas contrôler le sens. On ne peut pas contrôler et décider de l'identité collective, ni de l'identité individuelle. Ça, c'est des notions qui émergent, qui se développent dans les relations et qu'on ne peut pas contrôler, qu'on ne peut pas piloter. Donc, la métaphore du pilote, elle est un peu restrictive et je crois qu'il y a quelque chose à aborder sur la posture dans l'accompagnement des changements, c'est qu'il y a à la fois conduire certains aspects qu'on peut contrôler, mais surtout cultiver les conditions du changement. Donc agir sur les conditions pour favoriser le changement, c'est un élément qui me paraît important. Idée numéro 3, Monique. Alors du coup, on voudrait aussi démonter encore une idée. Peut-être que vous connaissez Tarzan? Oui? Ok. Alors, ça va être un symbole, mais peut-être que vous connaissez aussi d'autres acteurs. En fait, notamment, on parlait des politiques publiques. Alors, ce qu'on voudrait, en fait, échanger avec vous, c'est qu'il y a dans les directions des établissements, les directions des ministères, vous pouvez prendre toutes les directions et ça marche. Il y a des personnes qui sont persuadées que le changement, c'est yaka.
Il n'y a qu'à faire, il n'y a qu'à bouger, il n'y a qu'à fusionner, il n'y a qu'à. Et en fait, si je prends un gros mot, dans l'idéologie néolibérale, qui est pas mal diffusée dans notre monde actuel, il n'y a qu'à traverser la rue pour trouver un emploi. Je ne sais pas si vous avez déjà testé, mais ça ne fonctionne pas. Surtout que, attendez, je vais vous dire où j'habite maintenant. J'habite dans un village de la Meuse, avec 300 habitants, 400 vaches et 200 chevaux. Il n'y a plus d'emploi dans mon village, plus d'emploi du tout. Il y avait 2 boucheries, 3 bars, il n'y a plus rien. Bref. Attendez. Alors, c'est pas moi qui l'ai fait, ce sont des étudiants de Master 2, parce que je suis comme Diane, ils sont beaucoup plus doués que moi. Moi, j'ai les doigts palmés, je ne sais pas faire ça. Mais je ne sais pas le faire revenir non plus, donc vous l'avez vu une fois, j'espère. Voilà. Ah, peut-être qu'il reviendra, mais c'est pas moi qui ai décidé. Attendez. Ok. Non, mais là, il bouge plus. Alors, le changement, en fait, ce qu'on vous propose, ce qu'on a discuté avec Vincent, c'est que le changement, on peut le considérer plutôt comme un apprentissage. Alors, j'ai pris le vélo, parce que pareil, j'ai un petit-fils là, qui apprend, là, il en est à la Drésienne, pour trouver d'abord l'équilibre. Et bien, c'est un peu pareil. Dans le changement organisationnel, en fait, c'est quelque chose de relativement complexe, pour ne pas dire très complexe, donc ça prend du temps. Et ce temps, en fait, si on ne le donne pas, si on ne le prévoit pas, on risque de taper alors soit le mur, soit l'arbre, ça dépend si on est dans la jungle ou dans une cité. Donc ce qu'on vous propose, en fait, c'est de réfléchir et éviter le saut de Tarzan. Ça veut dire quoi? Ça veut dire informer, expliquer, sensibiliser, associer, discuter avant de se lancer dans un changement. Ça veut dire aussi faire un bilan, faire un diagnostic partagé avant de se lancer dans le changement. Ça veut dire aussi co-construire. Je crois que c'est exactement ce que vous avez fait pour ce colloque, et encore bravo à toutes les équipes là, qui ont pu travailler dessus. Co-construire, du coup, un projet, le faire ensemble, pas le faire à la place d'eux, pas le faire pour, ou ce que j'observe moi plus, puisque moi je suis à l'université et je travaille beaucoup sur l'hôpital, pas le faire contre les gens qui sont là. Et donc du coup, voilà. L'idée c'est que si on accepte que le changement, ça prend du temps, non, je ne sais pas s'il va se rebalader, mais l'idée c'est ça, c'est laisser le temps de se poser des questions, de faire un bilan, de se dire tiens, pourquoi pas, ça peut être intéressant, de voir en fait comment chacun peut être embarqué dans le projet et pas simplement les décideurs, et à la fin, à ce moment-là, prévoir un plan d'action, mais pas au début. Et ce qu'on appelle le saut de Tarzan, de façon en boutade, c'est d'aller direct, en fait, de l'annonce du changement, bim, direct au plan d'action, sans prendre le temps d'expliquer, sans prendre le temps d'associer. C'est ça ce qu'on veut éviter. Ça marche. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Georges. Je crois qu'il y a un grand malentendu dans les organisations et dans la vie en général. C'est que je crois qu'on croit trop souvent qu'on s'adresse et qu'on parle à des individus. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans des organisations, dans un collectif, on n'est jamais seul en fait. On est toujours avec les autres et on ne peut pas comprendre le fonctionnement de l'organisation si on regarde uniquement les individus. C'est un petit peu comme le manche à balai tout à l'heure. J'ai demandé aux personnes de baisser les bras et elles se sont retrouvées les bras en l'air. C'est très troublant, cette question du contrôle. Finalement, on n'a pas le contrôle sur le manche, c'est un mouvement qui est émergent. Et c'est un petit peu la même chose dans les organisations, c'est qu'il y a ce qu'on voit. On voit des individus, mais en dessous, il y a tous les liens qui existent entre nous et qui contraignent notre action. Donc ces liens, c'est des usages, c'est des normes, des façons de faire. Il y a 15 jours, j'étais dans un ESAT et j'accompagnais une équipe avec un groupe de travail avec ouvriers et moniteurs. Et à la pause, je discute avec un des ouvriers qui parlait de ses idées d'évolution dans les ateliers. Et je lui demande, c'est super intéressant, vous pourriez en parler après la pause au groupe. Et là, il m'a regardé interdit, il m'a dit « Ah non, ça se fait pas ». C'est-à-dire qu'il avait intégré un usage et une norme qui lui interdisait de s'exprimer
même si voilà, il avait des idées. Personne ne lui avait dit de ne pas parler, mais il y avait cet imaginaire que ce n'était pas sa place. Donc il ne suffit pas de convaincre les individus pour avancer. Et parfois, il y a des systèmes de relations et d'obligations qui contraignent. C'était vraiment l'exemple du ballet. Chacun, individuellement, des participants, que je remercie encore, voulait laisser ce ballet, mais ils étaient liés les uns les autres et ils étaient contraints dans leur mouvement. En fait, on peut adhérer et on peut suivre une norme sans forcément y adhérer. Hein, on est tous influencés en permanence. Donc ce système d'influence, ça peut être un élément important à penser dans un collectif. C'est pour ça que le changement collectif, ça peut se faire que par le collectif. Et il y a de nombreuses études qui identifient que pour changer un collectif, il faut à peu près entre un quart et un tiers des participants qui entraînent le mouvement. Mais donc c'est un point de vigilance. Convaincre les individus ne suffit pas. Alors du coup, on est, je pense, à peu près bon dans le timing. On vous a proposé en fait 4 idées fausses, 4 idées zombies qui restent accrochées et qu'on voudrait éradiquer. Donc là, on va passer peut-être un peu plus rapidement. Et en tous les cas, on pourra revenir après dans la discussion. On voudrait vous proposer en fait 4 points, 4 pistes pour passer à l'action. Parce qu'une fois qu'on s'est dit ça va pas, qu'est-ce qu'on fait? Alors, sortir du cadre. Peut-être dans la salle, certains parmi vous connaissent, il y a une école que moi je trouve absolument géniale, des penseurs qui se sont retrouvés dans un endroit et du coup qui ont réussi à révolutionner un peu ce qu'on pensait par le passé, notamment ce qu'on pensait en recherche. C'est ce qu'on appelle l'école de Palo Alto. Alors c'est pas Monsieur Palo et Madame Alto, hein, c'est une ville en fait aux États-Unis, en Californie. Et donc en fait ils ont montré que certains changements échouaient, mais malgré l'énergie, il y avait beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie, beaucoup de ressources qui étaient mises, mais ils échouaient parce qu'on puisait toujours dans le même pot, dans le même ensemble de solutions. Et c'était la façon de poser la question, le pot qu'on avait trouvé de solution qui ne fonctionnait pas. Du coup, en fait, vous allez comprendre. Alors attention, crayon. Vous avez ici 9 points. Alors ceux qui connaissent, ils ne donnent pas la solution tout de suite aux autres, hein, c'est trop fastoche sinon. Imaginez que ces 9 points, vous devez les relier par 4 lignes, 4 droites contiguës, ça veut dire sans lever le crayon. Quand on était petit, des fois on faisait des petites maisons. Et bien vous verrez que c'est impossible. Enfin, c'est impossible. Je vous donnerai la solution à la fin. Réfléchissez entre-temps. Ça, c'était point numéro 1, sortir du cadre. Donc des solutions déjà testées qui ne fonctionnent pas, c'est des contraintes perçues comme indépassables, mais justement, quand on est tout le temps en train de ressasser, là, il faut dire stop, on se pose et on essaye de faire autrement. Proposition numéro 2, il ne suffit pas d'avoir raison, il faut avoir réseau. Et le réseau de relations, je vous le disais au point précédent, c'est un élément capital. Et on ne peut pas... Voilà, le constat, c'est que former un groupe et le diffuser ensuite au sein d'une association ou d'un établissement, ça ne suffit pas, parce que la contagion simple pour les idées qui induisent vraiment des changements profonds ne suffit pas. Il faut une stratégie qui est opérante, c'est la stratégie de la boule de neige, c'est-à-dire avoir un petit groupe qui engage le changement, qui montre qu'il est opérant et qui peut être un exemple et un modèle et transmettre des pratiques à des pairs. De pair à pair, ça fonctionne beaucoup mieux, mais pour ça, il faut avoir un espace où on peut expérimenter et à petite échelle. Et ensuite, il faut des ponts, c'est-à-dire qu'il faut mettre en relation les personnes et créer des liens qui permettent cette transmission. Là encore, entre les pairs, c'est ce qu'il y a de plus puissant. Alors, autre chose aussi, mais vous allez voir, c'est très détaillé, mais c'est la même idée. En fait, c'est l'histoire du saut de Tarzan revisité. Si, en fait, on ne partage pas... Alors d'abord, si on ne fait pas de diagnostic, en général, on se plante, petit 1. Si le diagnostic, on le fait faire par des experts extérieurs, très très forts, mais très très extérieurs, ça ne fonctionne pas. Si vous voulez que ça fonctionne, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donner la parole aux gens, les fameux gens résistants, là, aux personnes qui sont directement concernées par les changements que vous voulez engager. Le reste, ça ne fonctionne pas. Les seules personnes qui sont en capacité de dire « là, ça va coincer », ce sont les personnes qui font le travail au quotidien. Les autres, en fait, voient les choses de trop loin. Et donc, du coup, c'est juste ça. Un ESAT souhaite renforcer l'inclusion sociale et professionnelle des travailleurs en situation de handicap en développant des partenariats, identifier des besoins, mais
en donnant la parole. Si on ne donne pas la parole, ça ne fonctionne pas. Et la parole aux personnes concernées. Donc, bon, vous avez un peu un détaillé, mais c'est ça. Des groupes de discussion, des ateliers, des moments, des boîtes à idées, ce que vous voulez. Mais faites participer, donnez la parole, donnez la parole. Pour en finir, hein, attention aux généralités. D'une part, la question des... vous savez, en changement, on parle souvent de... Il faut développer une vision, une grande vision du pourquoi, une grande vision de l'inclusion, une grande vision de la transformation. Mais ce que les acteurs de terrain du changement, le sens, c'est pas uniquement des visions stratosphériques, c'est le sens, il s'élabore au plus près des situations, de façon très singulière. Et donc il faut vraiment se méfier des slogans et plutôt accompagner comment on donne sens aux situations vécues qui sont différentes selon les positions. Deuxième point, l'inclusion, c'est dépasser et aller à l'encontre du « eux » et du « nous », de l'opposition du « eux » et du « nous ». C'est ça l'essence. Mais une des conséquences que moi j'observe souvent dans les organisations qui sont en train de changer, c'est d'exacerber ces tensions et ces polarisation entre le « eux » et « nous ». Donc c'est vraiment un point de vigilance sur comment est-ce qu'on échappe aux stéréotypes. Et effectivement, les résistants, entre guillemets, c'est un exemple voilà, on pointe du doigt et on génère de la division. C'est toxique pour créer un collectif. Donc voilà, attention aux généralités. Ça, c'est la solution, s'il y en a qui n'ont pas trouvé. Donc vous voyez, la solution, ça veut dire qu'il va falloir sortir du cadre qui était un cadre imaginaire puisqu'il n'était pas dans les consignes. Mais pour avoir, moi aussi, été dans des équipes de travail où on devait imaginer des projets, souvent on se met des barrières qui n'existent pas. On est tout le temps dans le même ensemble de solutions et c'est là où ça bug. Ça veut dire de refaire. Donc en tous les cas, on voulait vraiment vous remercier pour votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bravo. Merci. On va avoir des questions dans la salle. Je pense qu'on a un petit peu de place Fanny, pour les questions. Mais Fanny du comité je dois vous... Stéphanie, je n'ai pas terminé. Pardon. Ça ne sera pas long. Ça va bien aller. Ça va mal finir. Mais non, mais j'avais un petit malaise. J'écoutais ça tout à l'heure, puis je me disais... il y a quelqu'un dans les États des Unis d'Amérique qui, depuis un bout de temps, a trouvé la solution au changement. C'est pas compliqué, c'est un décret. Je trouve qu'on se donne beaucoup de misère en termes de prendre le temps, travailler ensemble. Il y a moyen de faire rapidement. Mais vous avez compris que c'est une blague. Et puis, comme disait Coluche, il est capable du pire et du meilleur, mais dans le pire, c'est lui le meilleur. Je parlais de Trump. Alors, vos questions. Vas-y, tu peux y aller. Alors, on écoute une question de Fanny. Bonjour à tous les deux. Alors, donc, j'ai une question. Les chocs, les crises et les événements majeurs bousculent fortement les organisations qui doivent alors faire preuve de résilience. Est-ce que pour vous, c'est un type de changement particulier ou un changement comme les autres? Merci. Alors du coup, parce qu'on s'est consulté avant avec Vincent, donc je vais répondre à la première et Vincent à la deuxième. Quand on parle de choc, quand on parle de heurts, en fait, la plupart du temps, on fait référence à un changement qui paraît, je dis bien qui paraît, inattendu, non prévu, imprévu. Alors je vais vous donner 2 exemples qui peuvent rentrer dans cette catégorie, mais vous verrez que c'est que partiellement dans cette catégorie. La crise Covid-19, plusieurs parmi vous, enfin non, on l'a tous... je pense connu. Et deuxièmement, un exemple aussi, c'est un EHPAD qui s'est trouvé inondé. Le premier étage, il y avait 1 mètre d'eau, donc il a fallu accompagner les personnes en fait qui étaient hébergées et leur trouver en fait un nouveau lieu. Ce type de changement, il y a une catégorisation, c'est-à-dire on peut faire 4, vous savez, un cadre avec 4 cases. C'est un changement en fait qu'on appelle brutal, mais le mot brutal, ça veut dire rapide. En gros, ça fait partie de la catégorie des changements qui se passent entre un jour. Par exemple, changer un service en mode Covid, ça prend 1 jour. J'ai demandé aux infirmiers que je forme, des fois moins d'1 jour, en fait, ils ont eu. Et par exemple, déménager les personnes qui étaient accueillies dans l'EHPAD parce qu'il y avait de l'eau qui montait, ça s'est fait là aussi en moins d'1 jour. Les changements rapides, on dit souvent entre 1 jour et 3 mois. C'est une catégorie particulière, et quand en plus elle est imposée, alors imposée par la météo, imposée par l'extérieur, bizarrement, ce type de changement, la plupart du temps, il se passe bien.
pour 2 raisons. La logique, la compréhension, la représentation, elle est relativement claire. Il y a un impératif à changer. Il y a un impératif, on ne peut pas rester dans les pattes parce que tout le monde va avoir les pieds mouillés, c'est juste pas possible. Donc la nécessité de changer, elle apparaît évidente. Il y a une deuxième condition qui fait que ces changements se passent bien, c'est que la plupart du temps, les stratèges, ils sont trop loin, et ils laissent l'autonomie aux personnes du terrain. Et c'est pour ça que ça se passe bien. Donc c'est ce qu'on appelle un principe de subsidiarité. Ça, c'est un gros mot qui veut dire chaque fois qu'on a un problème à traiter, si on laisse en fait l'autonomie, la capacité de décision aux étages en fait le plus proche de la décision à prendre, alors ça se passe bien. Plus on diffère, plus on augmente la distance entre les décideurs et les personnes qui sont directement concernées, plus ça pose des soucis. Mais si je fais juste le parallèle et je laisse après pour l'urgence, la crise Covid peut être considérée comme une urgence ou comme une crise organisationnelle d'une défaillance structurelle de l'État, parce que les crises, en fait, les épidémies, les premiers à les connaître, ce sont les vétérinaires, ils savent le traiter. Il y a eu tout un tas d'épidémies. Avant Covid-19, on a eu, alors je me mélange un peu les pinceaux, là, H1N1, W23, bref, on a eu d'autres cas avant. Donc c'est aussi le reflet d'une désorganisation et du manque de ressources en fait, de l'État. Merci. Alors je cherche Pascal, qui avait aussi une question. Non, Vincent, il va répondre à l'urgence. Oui, alors du coup, Pascal va poser la question. Comme ça permettra à tout le monde de la connaître. Ah, Ah, pardon, j'avais pas compris. Chacun, vous apportez une réponse à la question de Fanny ? Ça y est, c'est Ah, voilà, donc maintenant, on peut passer à la question de Pascal. Donc, on a souvent l'impression de devoir se transformer très vite. Donc, quel est le rôle de l'urgence dans le changement et comment peut-on se préparer à cette urgence ? Alors, c'est une question intéressante, sachant qu'il y a 2 niveaux. Sachant que quand on regarde les livres de management, il y a des méthodes qui préconisent d'organiser un sentiment d'urgence. C'est-à-dire qu'il y a l'urgence qui est imposée par les circonstances et il y a l'urgence qui peut devenir un levier finalement de mobilisation. Donc cette préconisation de créer un sentiment d'urgence, aujourd'hui on sait que ce n'est pas une bonne idée parce que ça génère une tension et un stress qui se surajoutent aux besoins de la situation. Par contre, sur la question de comment faire face aux urgences imposées, ce qu'on observe, c'est... tout à l'heure, je vous présentais différentes visions de l'organisation. Et le schéma de droite, il y avait beaucoup de liens. Hein, et ça nous rappelle que l'organisation, au-delà de l'organisation, la structure organisationnelle, c'est aussi un réseau social, c'est un tissu social. Et investir, développer des liens, l'interconnaissance et la qualité des liens entre les acteurs, entre les personnes, entre les individus, ce tissu social, c'est un élément qui peut aider dans les situations d'urgence parce qu'on est en capacité d'improviser et de répondre, de s'adapter, de sortir de son champ et de se connecter aux autres de la bonne façon. Donc je dirais qu'une bonne façon de répondre à l'urgence, c'est aussi de cultiver ce terreau relationnel dont je parlais tout à l'heure. Merci beaucoup. Est-ce que je peux juste compléter ? Je suis totalement d'accord et ça me fait vraiment penser à Tarzan. C'est-à-dire que l'urgence, en fait, ça se prévoit. C'est bizarre de le dire comme ça. Parce que les vraies urgences pour travailler avec les hospitaliers, c'est les urgences. Quelqu'un qui arrive à moitié mort, bon bref. Mais dans la plupart des organisations, il n'y a pas d'urgence. Il y en a très peu. Il y a de l'impréparation. Et dans la question, à un moment, il y avait le mot de résilience. Il ne faut plus croire au Père Noël ni à Tarzan. La résilience, ce sont des ressources redondantes, préexistantes. Le reste, une fois qu'on a supprimé les lits, qu'on a supprimé les soignants, qu'on a supprimé... On ne peut pas répondre à l'urgence, parce qu'on ne l'a même pas préparé. Voilà. Il y avait Il y a une autre question ici. Quelqu'un qui a levé la main ? Ça vient. Mais moi, si je ne vois pas de main tendue... Là. Ah, pardon. Ah ouais, mais... Oui, mais tu étais derrière. Toute seule. C'était pas possible. Vous m'avez abandonnée. Je voulais savoir si de temps en temps vous étiez appelé par certaines écoles qui forment des cadres, parce que du coup vous leur apporteriez beaucoup, parce que en fait sur le terrain, des fois on mange sec, on mange les choses, on nous gave un peu quoi.
Voilà. Donc si vous participiez à des formations des cadres, ça serait génial. Et est-ce que vous le faites? Voilà. Alors, moi oui, mais je crois tous les deux. Alors, on y participe tous les deux dans 2 cadres différents. Donc moi, je suis à l'université, on a des masters, mais il y a une catégorie de cadres que pour l'instant je n'ai pas touchée, mais en gros, j'ai pas trop envie d'y aller parce que je sens que ça va être trop compliqué pour moi de me maîtriser. Je suis pas trop en maîtrise, moi. C'est l'école des directeurs de Rennes, pour pas le nommer, je sais pas s'il y en a ici, parce que je sais que les visions qui sont développées, c'est des visions top-down, c'est de la stratégie pure et dure, il n'y a pas d'humain, il n'y a que des numéros, etc. Je suis tellement contre ça, donc moi, si c'est trop dur, faudrait vraiment qu'on y aille à plusieurs. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps d'un peu sonder, on a beaucoup demandé où est-ce qu'il y a des moniteurs, où est-ce qu'il y a des travailleurs, où est-ce qu'il y a des conseillers d'insertion, mais il y a des managers. Est-ce que dans l'Assemblée, il y a des managers? Ah. Alors, est-ce que ça vous inspire, ce propos sur la transformation? Vous auriez peut-être une question? Ah. J'ai pas une question, j'ai plus un propos, parce qu'effectivement j'ai toute une carrière de cadre derrière moi, donc je peux être, je veux bien recevoir des tomates, c'est pas un problème. Mais en tant que cadre, nous sommes aussi demandeurs de méthode, parce qu'un cadre, il a des objectifs. Hein, il a des objectifs. Alors après, son habileté, c'est de savoir ou non les présenter et conduire le changement avec ses équipes. Je reprends le terme de conduire. Mais comme personne, même le président de la République, je pense, a des comptes à rendre, généralement à ses électeurs. Tout le monde a des comptes à rendre à quelqu'un. Donc nous sommes tous soumis à une certaine pression de la réussite, et je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire, à savoir que le problème, c'est pas tant je ne vais pas retrouver votre phrase, tant pis, mais je l'ai comprise. Mais que la difficulté, c'est que on échoue parce qu'on est dans la précipitation, alors qu'avec un minimum de préparation, en évitant de procrastiner, on arrive beaucoup plus à des résultats. Alors, moi, j'ai une proposition. Envoyez vos équipes en master. Et deuxièmement, faites-leur découvrir la recherche. Parce que la recherche, en fait, c'est au lieu de foncer à la solution, on se pose des questions. C'est-à-dire, on prend le temps de se poser des questions. Et tous ici, je pense que la plupart des chercheurs que je vois, on est dans ce qu'on appelle la recherche-action, la recherche-intervention, la recherche-action participative. Ça veut dire qu'on est très balèze parce qu'on arrive à faire 2 trucs en même temps. De la recherche, c'est-à-dire produire des connaissances nouvelles, mais aussi on accompagne l'action. C'est-à-dire on a toujours ces 2 objectifs-là. Et je pense que c'est ça peut-être qui manque dans la culture française, et je crois qu'il est beaucoup plus développé au Québec, puisque en 2013, moi j'avais eu la chance de rencontrer Jean-Marc Fontan, donc qui est un titulaire d'une chaire à Montréal, oui c'est ça, et du coup ils avaient monté une grande alliance en fait entre l'économie sociale et les structures de l'économie sociale pour travailler main dans la main, chercheurs hein, aussi, praticiens, praticiennes, administration, etc. Et page de pub pour la communauté inclusive sur lesquelles on va travailler lundi, puisque notre ambition, c'est d'essayer de fédérer des chercheurs, des praticiens, des institutionnels, pardon, j'aurais dû dire, parce que pour moi, il fait partie de la catégorie, enfin, on fait partie de la même, consultants, enfin bref, réunir toutes les personnes qui sont concernées par un sujet. Par exemple, la transformation des structures du médico-social. Et surtout pas réfléchir chacun dans son coin. Mais ça veut dire aussi que les personnes en fait, qui sont à la tête, donc vraiment merci pour votre remarque, acceptent aussi de se poser des questions, acceptent, et puis sinon, moi, il y a des trucs hein, qui peuvent marquer les esprits. Si vous voulez changer une organisation, comptez 1 an par niveau hiérarchique. Le reste, c'est du décor. Vous allez dans le décor, genre Tarzan. Donc voilà, moi je peux... en fait, ça on le sait, ce qu'on se disait avec Vincent, il y a plein de connaissances qui sont maintenant établies. Elles ne sont pas diffusées. Où est-ce qu'elles restent? Donc c'est quand même bizarre. Une des clés, ça serait peut-être, parce qu'on est certain à être dans cette approche-là, que des managers recrutent des chercheurs dans leurs organisations pour accompagner le changement. On est quelques-uns, hein, il y a Ismaël, enfin, on a eu des exemples hier aussi, hein, on est plusieurs chercheurs à avoir fait des recherches et interventions. Donc pourquoi? Ça serait peut-être une clé activée. Alors c'est vrai que le réseau UNAPI a eu pas mal de chercheurs hein, dans ces situations-là. Mais oui, bon, voilà, je lance la piste. Oui, ou que les managers apprennent à chercher. Ou que les managers... Ou que les chercheurs apprennent à manager, alors, mais enfin qu'ils travaillent ensemble. Je profite de faire la pub. Il y a un diplôme qui s'appelle le diplôme d'état d'ingénierie sociale, le DIS.
sais pas si vous connaissez. Donc c'est un diplôme qui forme aussi les travailleurs sociaux, enfin je connais parce que j'ai été aussi diplômée il y a quelques années du DIS. Pour des professionnels de l'action sociale et médico-sociale, c'est aussi une clé à activer. C'est la possibilité d'avoir des managers qui sont formés à la recherche. Bon, voilà. Et voilà. Et une autre clé, on cherche des clés. Hein. On vous remercie merci. Énormément. Alors merci beaucoup. Hein. Merci à vous. C'était super, merci. Très inspirant.